La veille de Noël, certaines tables restent vides, mais certaines âmes le sont encore plus. Imaginez un homme qui possède tout, sauf l'essentiel. Depuis 5 longues années, il s'assoit à la même table, à la même heure, dans le même restaurant, seul. Pas par choix, mais parce que son cœur s'est arrêté le jour où il a perdu son fils. Ce soir-là, pourtant, un simple geste, une parole d'enfant, une chaise déplacée va fissurer un silence construit sur le chagrin. Ce qui devait être un dîner comme les autres devient le début d'une révélation bouleversante, capable de changer une vie, et d'en réparer plusieurs. Étincelle, cette histoire n'est pas seulement celle d'un milliardaire solitaire. C'est une histoire de regrets, de vérité cachée, de seconde chance, et de l'amour que l'on croit perdu, mais qui attend parfois juste qu'on lui fasse une place à table. Index revers pointant vers la droite, blanc, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir le temps, la famille, et ceux que vous aimez. Un milliardaire âgé et profondément seul est assis à sa table habituelle la veille de Noël. Depuis 5 ans, il revient au même endroit, à la même heure, sans jamais parler à personne, prisonnier du chagrin causé par la perte d'un fils que le monde n'a jamais vraiment connu. Ce soir-là, comme chaque année, le restaurant réserve discrètement la même table près de la fenêtre, pas de plaque, pas d'annonce, seulement une serviette soigneusement pliée, une bougie allumée et une chaise volontairement laissée vide. Elias Mercé, 70 ans, arrive seul, vêtu d'un manteau sombre encore couvert de quelques flocons de neige. Son nom inspire le respect, parfois les murmures, car il est riche au-delà de l'imaginable, mais ce soir, comme toujours, il n'est qu'un homme brisé. Il commande le même repas qu'il partageait autrefois avec son fils, et 2 fourchettes sont posées automatiquement sur la table. L'une d'elles le fait grimacer. Dans son portefeuille repose une vieille photo de lui et de son fils, souriant, assis exactement à cette même place, à une époque où l'avenir semblait assuré. Son téléphone vibre, un rappel s'affiche, appelé Ben à 20h. Le prénom de son fils. Un rappel qu'il n'a jamais supprimé. Il retourne l'appareil sans le regarder davantage. À l'extérieur, les familles entrent en riant, leurs voix pleines de vie, tandis qu'Elias écoute en silence, comme s'il essayait de se souvenir de ce que le bonheur faisait ressentir. Soudain, une petite voix interrompt ses pensées. Un jeune garçon, frêle, mal protégé contre le froid, se tient devant lui, accompagné de sa mère, visiblement fatiguée et gênée. L'enfant ose lui dire que, selon sa mère, Noël n'est pas fait pour être vécu seul. Le restaurant se tait un instant. Elias sent quelque chose se fissurer en lui. Après un long silence, il accepte qu'il s'installe près de lui. Peu à peu, la présence de l'enfant transforme le silence en sourire timide, puis en rire sincère. La chaleur humaine remplace doucement la douleur. Pourtant, quelques jours plus tard, un détail oublié du passé de cette femme refait surface, un lien troublant avec le fils d'Elias, révélant une vérité inattendue qui donne un sens nouveau à ces derniers mots restés inachevés, et qui change à jamais le cours de leur vie. Elias resta immobile un instant, puis hocha la tête. Le mot semblait lourd, mais juste. Ils s'assirent. La chaise grinça sous le poids du garçon, un son qu'Elias n'avait plus entendu depuis des années, et il sursauta malgré lui. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Caleb » répondit le garçon. « Et ma maman, c'est Ruth. » Ruth sourit avec politesse, sur la réserve. La conversation démarra maladroitement, parlant d'école et de neige. Caleb parlait vite, comblant les silences, et Elias se surprit à répondre, à corriger certains détails, allant même jusqu'à sourire lorsque le garçon raconta l'échec d'un projet scientifique. Des regards se posaient sur eux. « Il parle » murmura quelqu'un. Les plats arrivèrent, et sans réfléchir, Elias en poussa un vers Caleb. Le garçon regarda sa mère, qui acquiesça. Ils mangèrent lentement, tandis que le bruit autour d'eux semblait s'estomper. Elias remarqua la façon dont Ruth comptait chaque bouchée, et comment Caleb faisait semblant de ne pas le voir. Un rire échappa soudain à Elias quand Caleb le devança dans une plaisanterie. En les regardant partir, son sourire se transforma en réflexion silencieuse. Cette nuit-là, Elias passa un appel. Le rapport arriva avant l'aube. Ruth Carter, 32 ans. Aucun casier judiciaire. Pas d'époux déclaré. Des difficultés financières, des dettes dangereuses.
Un détail le troubla profondément, l'absence totale d'un mari. Il invita Ruth et Caleb à dîner chez lui la semaine suivante, prétextant de la gratitude et lui proposant un travail temporaire. Ruth accepta prudemment. Lors du dîner, après le dessert, Elias demanda la vérité. Ruth raconta alors l'histoire de son mari, un homme discret, sans famille, qui revenait chaque veille de Noël au même restaurant, à la même table. Le cœur d'Elias se serra. La nuit de sa mort, il avait promis de lui révéler quelque chose d'important. Elias se leva brusquement. « Quel était son nom » demanda-t-il. Lorsqu'elle répondit, Elias explosa, c'était le nom de son fils, mort 5 ans plus tôt. Convaincu d'avoir été manipulé, il leur demanda de partir. Cette nuit-là, le doute l'empêcha de dormir. Le lendemain, son avocat lui révéla la vérité. Avant de mourir, son fils avait tenté d'enregistrer légalement une femme et un enfant comme sa famille, trop effrayé pour l'annoncer à son père. Elias comprit alors qu'il avait repoussé son fils sans jamais connaître sa vérité. Il retrouva Ruth, s'excusa sans colère ni accusation. Un test ADN confirma ce que son cœur savait déjà. Caleb était son petit-fils. Peu à peu, Elias apprit à rire de nouveau, à partager des moments simples. Le soir de Noël, 3 chaises entouraient enfin la table du restaurant. Le rappel sur son téléphone vibra à 8 heures, appelé Ben. Elias le supprima. Pour la première fois depuis 5 ans, il n'attendait plus. Il était enfin chez lui. Cette histoire nous rappelle que le temps n'attend personne et que l'amour ne doit jamais être repoussé. Dites ce qui compte tant que vous le pouvez, et serrez ceux que vous aimez sans attendre demain. Les jours qui suivirent ce Noël ne ressemblaient à rien de ce qu'Elias avait connu auparavant. La maison, autrefois trop grande et silencieuse, commença à changer subtilement. Ce n'était pas le bruit qui la remplissait, mais une présence. Des pas légers dans le couloir. Un sac d'école posé près de la porte. Une tasse oubliée sur le plan de travail. Des traces de vie. Caleb s'adaptait vite, comme les enfants savent le faire quand ils sentent qu'un endroit peut devenir un foyer. Il observait tout avec curiosité, posait des questions sans cesse, mais sans jamais forcer. Elias remarqua que le garçon parlait peu de son père. Pas par oubli, mais par respect instinctif, comme s'il sentait que certaines blessures étaient encore ouvertes. Ruth, elle, avançait plus lentement. Chaque geste était mesuré. Elle gardait toujours une distance, même lorsqu'Elias se montrait généreux. Elle refusait l'aide trop rapide, les cadeaux trop grands, les promesses floues. Elle avait appris à survivre sans compter sur personne. Un soir, alors que Caleb faisait ses devoirs à la table de la cuisine, Ruth brisa enfin le silence. « Je ne veux pas que tu fasses ça par culpabilité, dit-elle doucement. Elias leva les yeux. « Je ne le fais pas par culpabilité. Je le fais parce que j'ai perdu 5 ans, et que je ne veux pas perdre un seul jour de plus. » Ruth hocha la tête, mais ne répondit pas. La confiance, pour elle, ne venait pas avec les mots. Les semaines passèrent. Elias accompagna Caleb à l'école pour la première fois. Les parents chuchotaient. Certains reconnaissaient l'homme riche et puissant. D'autres ne voyaient qu'un grand-père maladroit tenant trop fort un petit sac à dos. Caleb, lui, marchait fièrement à ses côtés. « Tu sais, dit-il un matin, papa disait que tu étais très sérieux. » Elias sourit tristement. Il avait raison. « Mais tu ris mieux maintenant. » Cette phrase resta gravée dans son esprit toute la journée. Un après-midi, Elias entra dans l'ancienne chambre de son fils. Elle était restée intacte pendant 5 ans, figée dans le temps. Il ouvrit les rideaux pour la première fois. La lumière révéla la poussière, mais aussi les souvenirs. Il passa lentement la main sur le bureau, puis s'assit sur le lit. Il n'y pleura pas. Pas cette fois. Il comprit que cette pièce ne devait plus être un sanctuaire du passé, mais un pont vers l'avenir. Ce soir-là, il proposa quelque chose qui surprit Ruth. « J'aimerais que cette chambre devienne celle de Caleb. » Ruth resta silencieuse, émue mais hésitante. « Tu es sûre ? » Plus que jamais. Le changement fut fait avec soin. Rien ne fut jeté. Certaines affaires furent conservées, d'autres rangées. Caleb choisit lui-même les rideaux. Quand il dormit là pour la première fois, Elias resta longtemps devant la porte fermée,
le cœur battant, comme s'il craignait que le rêve disparaisse. Mais le rêve resta. Avec le temps, Elias découvrit les petites peurs de Caleb, l'obscurité totale, les voix trop fortes, l'idée d'être abandonné. Il apprit aussi ses forces, une mémoire incroyable, une sensibilité rare, et cette façon de pardonner naturellement, sans calcul. Un jour, Caleb demanda : « Est-ce que je peux t'appeler grand-père » Elias sentit sa gorge se serrer. « Seulement si tu veux. » Là alors oui. Ce mot effaça des années de solitude. Ruth, elle, recommença à respirer. Elle reprit des études à temps partiel, trouva un travail stable. Elias n'intervenait jamais sans lui demander. Il respectait ses limites. Et peu à peu, elle cessa de sursauter à chaque bonne nouvelle. Un soir d'été, ils retournèrent tous les trois au restaurant Arborlight. La même table. La même vue. Mais cette fois, Elias ne regardait plus la chaise vide. Caleb racontait une histoire, Ruth riait doucement, et Elias écoutait, pleinement présent. « Tu sais, dit Ruth, Ben venait ici pour se souvenir de son père. »« Et moi, j'y venais pour pleurer mon fils, » répondit Elias. Ils échangèrent un regard. « Maintenant, dit-elle, on y vient pour vivre. » Les années passèrent. Elias vieillit, mais il n'était plus fatigué de l'intérieur. Caleb grandit, apprit à jouer aux échecs, à poser les bonnes questions, à aimer sans peur. Elias ne manqua plus jamais un anniversaire, une pièce de théâtre, un simple dîner. Un jour, alors que Caleb était adolescent, il trouva Elias assis seul dans le salon, regardant une vieille photo. « Tu penses encore à papa ?»« Tous les jours, » répondit Elias. « Mais maintenant, ça ne fait plus mal de la même façon. »« Tu crois qu'il serait fier ?» Elias sourit. « Je suis sûr qu'il l'est. » La veille de Noël suivante, bien des années plus tard, la table comptait toujours 3 chaises. Et parfois plus. Des amis, des rires, du bruit. Elias leva son verre, non pour porter un toast, mais pour remercier silencieusement la vie de lui avoir offert une seconde chance. Il comprit alors une vérité simple. L'amour qu'on retarde devient regret. L'amour qu'on ose devient héritage. Et cette fois, il n'attendait plus. Les années suivantes apportèrent des changements qu'Elias n'aurait jamais cru possibles. Il ne mesurait plus le temps en perte, mais en moments. En silence partagé. En regard compris sans parole. La maison, autrefois figée comme un mausolée, respirait désormais au rythme de Caleb. Chaque matin, Elias se levait plus tôt qu'avant, non par habitude, mais par anticipation. Il aimait entendre le bruit discret des pas de Caleb descendant l'escalier, le froissement d'un cartable qu'on ouvre trop vite, la voix encore ensommeillée qui demandait s'il restait du lait. Ces détails simples, presque insignifiants, avaient pris une valeur immense. Ils étaient la preuve que la vie avait repris ses droits. Ruth observait souvent Elias en silence. Elle voyait l'homme qu'il avait été, rigide, distant, presque figé dans sa propre stature, se transformer lentement. Il n'était pas devenu quelqu'un d'autre. Il était devenu plus vrai. Plus humain. Il écoutait davantage qu'il ne parlait. Il s'excusait quand il se trompait. Et surtout, il apprenait à demander pardon sans se justifier. Un soir, alors que Caleb dormait déjà, Ruth osa poser une question qu'elle retenait depuis longtemps. « Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir su plus tôt ?» Elias resta longtemps silencieux, les mains jointes, le regard perdu dans la lumière douce du salon. « Je regrette chaque jour, » répondit-il enfin. « Mais ce regret ne me détruit plus. Il me guide. Il me rappelle ce que je ne dois plus jamais remettre à plus tard. » Ruth hocha lentement la tête. Elle comprit alors qu'il ne cherchait pas à réparer le passé, mais à honorer ce qui restait. Caleb, lui, grandissait avec une sagesse qui étonnait souvent les adultes. Il posait parfois des questions difficiles, mais toujours avec une sincérité désarmante. « Grand-père, pourquoi papa avait peur de te parler ?» La question tomba un soir, sans avertissement. Elias sentit son cœur se serrer, mais il ne détourna pas le regard. « Parce que j'étais trop occupé à être fort, et pas assez à être présent. » Caleb réfléchit, puis répondit simplement. « Moi, je n'aurais pas peur de te parler. » Cette promesse,
faite sans solennité, fut pour Elias plus précieuse que n'importe quelle réussite passée. Avec le temps, Elias décida de changer des choses au-delà de sa maison. Il commença discrètement à soutenir des familles en difficulté, non par annonce publique, mais par gestes concrets. Des bourses d'études. Des logements préservés. Des dettes effacées sans nom attaché. Ruth le comprit vite, il n'essayait pas de se racheter, mais de transmettre. Un jour, il invita Caleb à l'accompagner lors d'une visite dans l'un de ses anciens immeubles. « Pourquoi tu fais tout ça ?» demanda le garçon. Elias sourit. « Parce que quelqu'un aurait dû le faire pour ta mère, et je ne l'ai pas su à temps. » Les saisons passèrent, et chaque veille de Noël, la tradition se poursuivit. Toujours au même restaurant. Toujours à la même table. Mais la chaise vide n'existait plus. Parfois, Caleb invitait un ami. Parfois, Ruth apportait un dessert fait maison. Parfois, ils se contentaient d'être là, ensemble, sans discours. Un soir, alors que la neige tombait doucement derrière la vitre, Caleb observa Elias attentivement. « Tu sais, dit-il, je crois que papa serait content. » Elias ferma les yeux un instant. Il ne répondit pas tout de suite. « Moi aussi, murmura-t-il. Et c'est pour ça que je vis différemment maintenant. » Les années firent blanchir davantage les cheveux d'Elias, mais son regard était plus clair qu'autrefois. Quand Caleb entra à l'université, Elias assista à la cérémonie avec les mains tremblantes, les yeux humides. Il ne vit pas seulement un jeune homme recevoir un diplôme. Il vit l'héritage d'un amour qui avait failli se perdre, mais qui avait survécu. Ce soir-là, de retour à la maison, Elias sortit une boîte qu'il n'avait jamais ouverte depuis des décennies. À l'intérieur se trouvaient des lettres qu'il n'avait jamais envoyées à son fils. Il en lut une à voix haute, la voix cassée mais ferme. Ruth écoutait en silence. Caleb, debout près de la porte, comprit que certains mots, même tardifs, avaient encore leur place. La dernière veille de Noël qu'Elias passa au restaurant Arbor Light, il leva son verre une fois de plus. Non pour célébrer la richesse. Non pour pleurer le passé. Mais pour reconnaître une vérité simple et universelle. La vie ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ceux qui s'assoient à notre table quand tout le reste s'efface. Et tandis que la neige tombait doucement dehors, Elias sourit. Pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'elle avait enfin trouvé un sens. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. L'amour ignoré devient silence. L'amour accueilli devient refuge. Et parfois, même après de longues années d'attente, il n'est jamais trop tard pour rentrer chez soi.